Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux d'Insect. Ouais. C'est un plaisir de te rencontrer et de rencontrer l'équipe. Merci à toi. Je te propose un format d'interview en 2 temps. Dans un premier temps, une série de questions courtes pour lancer l'échange et dans un second temps, prendre un peu plus le temps de creuser 2-3 aspects sur l'ambition, la vision. Mais sans plus tarder, je te propose dans un premier temps de te montrer quelques photos et j'aimerais tout simplement que tu me dises ce que ça évoque chez toi. La première, je pense qu'elle s'affichera à l'écran, c'est ton premier post LinkedIn, une dizaine d'années, qui annonce une série A d'1,8 million. Les temps, c'est une autre époque. Ça évoque quoi chez toi? Déjà, je suis pas très actif sur LinkedIn. Je n'ai pas fait beaucoup depuis des posts. Mais non, c'est une grande émotion. Je me souviens très bien avec Fabrice, Jean-Gabriel et Alexis, quand on est sorti de chez les avocats et qu'on avait signé, c'était une grande émotion parce que c'était un premier jalon. On avait réussi à convaincre quelques autres personnes très qualifiées, reconnues dans l'écosystème, donc MRTech et Demeter, qui ne font plus qu'un aujourd'hui. Et donc c'était une vraie validation du modèle. On avait déjà une première validation par la recherche publique, quelques mois avant, un financement public, et là c'était un changement, c'était vraiment, ça y est, on démarre vraiment. Après 2 ans de réflexion, de tests, on se lance, on quitte nos boulots, là c'était vraiment une grosse validation. Question un peu dure, mais en 10 ans, plus de 10 ans d'existence, de ton point de vue personnel, quel est ton plus grand succès? Je sais que vous avez levé beaucoup de fonds, 400 millions en tout. Est-ce que c'est une levée? Est-ce que c'est un recrutement? Quel est ton plus grand succès si tu devais n'en citer qu'un ces 10 dernières années? Je pense que c'est un ensemble. C'est le fait de montrer aujourd'hui que on nous prend au sérieux sur les insectes. Il y a 10 ans, c'était juste une blague. Enfin, à part quelques personnes qui disaient ah oui, pourquoi pas, et puis quelques années après, MRTech et Demeter qui disent ah ouais, new pionnier dans les clean tech, on voit qu'il y a quelque chose, on était dans les algues, dans les biotech, les insectes, ça pourrait être la même logique. Et aujourd'hui, plus personne ne discute la pertinence des insectes, que ce soit des clients en produits, que ce soit des investisseurs pour investir dedans, que ce soit des consommateurs comme nous tous, parce qu'on voit de plus en plus de produits pour nourrir des plantes, pour des animaux, nourrir de l'homme. Donc c'est devenu une évidence que c'est une vraie filière. Les ONG aussi la reconnaissent, le disent que c'est une vraie voie par rapport aux émissions climatiques, comme les scientifiques. Donc je pense que c'est la fierté, c'est d'avoir constitué en 10 ans une filière et tout agencé depuis les autorités à Bruxelles, en France, le réseau de fournisseurs, le réseau de clients, les scientifiques, d'avoir construit un écosystème. Et très que clair. C'est 10 ans. Et les 10 prochaines années, ça va être encore plus intéressant parce que ça va être maintenant de déployer le modèle et d'avoir un vrai impact concret. Je rebondis là-dessus. Notre métier, notamment en capital risque, côté investisseur, c'est un métier où le timing, la notion de timing est extrêmement importante. Est-ce que de ton point de vue, lancer Insect en 2011, c'était le bon timing? C'est quoi ton regard avec un peu de recul? Si, je pense que c'était le bon timing parce que c'est toujours les bonnes personnes au bon moment. On s'est rencontrés avec mes associés. C'était un bon moment. C'était un moment aussi où il y avait déjà des inflations sur les matières premières à l'époque. C'est encore pire aujourd'hui, mais avec les malheureux événements de guerre à la fois et de Covid. Mais il y a toujours ce sujet qui a des problèmes de prix qui augmentent et de volume disponible et des maturités technologiques de l'autre côté qui avançaient à la fois en data, en automatisme, et puis le fait que les insectes commençaient à venir par la FAO, donc les Nations Unies sur l'alimentation. Donc c'était une convergence, voilà. Je pense que si on lançait maintenant Insect, on serait beaucoup trop tard. Il y a plein d'acteurs qui sont déjà là, qui ont émergé. 5 ans ou 10 ans plus tôt, c'était beaucoup trop tôt alors ça a été beaucoup trop pionnier. Et en fait, on aurait fait ça, on aurait jamais pu émerger. Donc le timing était bon. Après une deep tech industrielle et sur le vivant, ça prend du temps. C'est 10 ans, mais c'est un peu comme la pharma que tu connais aussi. Et on connaissait que la pharma, je pense, dans le monde de l'investissement jusqu'à présent. Et là, depuis quelques années, on redécouvre l'industrie, que les startups peuvent aussi aider l'industrie et aussi l'agriculture. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle des dernières années. Alors derrière un projet, il y a évidemment une équipe. C'est ma deuxième photo. Oui. Elle évoque quoi chez toi, cette photo? Une petite équipe. Une petite équipe qu'on était dans ces premières années à l'incubateur à Agoranov. Voilà, nous juste associés avec Fabrice, Jean-Gabriel et Alexis et nos tout premiers salariés, des PhD, des personnes très pointues en biologie, des stagiaires. C'était vraiment tout petit. Ouais. Et aujourd'hui, on est 280 à peu près et on est multinational parce qu'on est en France, aux Pays-Bas et aux États-Unis avec aussi une vingtaine de nationalités, donc aussi c'est aussi ça la fierté d'avoir aussi convaincu beaucoup de gens, et des gens très qualifiés aussi dans d'autres industries à venir nous rejoindre et à partager les mêmes visions, les mêmes valeurs, la raison d'être de l'entreprise, pourquoi une entreprise a impact, labellisé B Corp, tout ça fait que depuis les fondateurs et les tout premiers qui ont sauté le pas plutôt des scientifiques,
à avoir tout un écosystème interne de compétences dont on a besoin, de la finance au juridique, au commercial, la planification. Tous ces éléments-là sont critiques pour faire une entreprise, notamment industrielle. Alors, 280 personnes, une vingtaine de nationalités. En termes d'identité, comment tu peux résumer de façon courte, pas évident comme question, mais la culture d'entreprise demain, un nouveau collaborateur qui travaille chez Insect, travaille dans quel environnement, quel est l'état d'esprit? La culture, c'est jamais simple à décrire, effectivement. D'abord, on est une boîte à raison d'être, à impact, donc c'est défini avec la loi en France et puis le label B Corp. Donc notre raison d'être, c'est réinventer la chaîne alimentaire. C'est simple, mais réinventer, ça veut dire la changer, la rendre plus compatible avec les limites physiques et biologiques de la planète, la rééquilibrer. Et la chaîne alimentaire, c'est clair, c'est en fait du sol à l'assiette. C'est tout le spectre. On n'a pas, nous, c'est une plateforme technologique et vivant qui a des produits qui va toucher tout le spectre. Depuis nourrir le sol et les plantes, les animaux d'élevage, poissons, volailles, porcs, les animaux domestiques et jusqu'à l'homme. Donc en fait, depuis les micro-organismes qui font le sol jusqu'au même à nos micro-organismes qui font notre microbiote dans nos intestins, qui permettent aussi de nous accompagner dans notre développement et notre métabolisme. Donc c'est tout ça, effectivement. Très clair. Troisième photo. Tu vas sans doute reconnaître évidemment une de vos usines. Je sais pas où c'est dans le Jura. C'est dans le Jura, c'est Adol. Celle-ci, en fait, c'est notre première ferme verticale qui a démontré, c'est par le démonstrateur, la technologie. Après l'incubateur, les premiers ont travaillé à Goranov avec 3-4 insectes entre guillemets dans des boîtes de pétri à microscopique échelle. Un premier prototype, après à Évry, au Génopôle, on a toujours notre centre de recherche. Puis après un autre prototype qui était notamment en sous-traitance entre le Jura déjà, enfin Besançon et Amiens déjà, entre une partie élevage, une partie transformation, et là tout ensemble les dernières technologies d'automatisme de données là, avec le vivant au milieu, donc nos insectes, nos scarabées Molitor. Et donc ça fait plus de 6 ans que ce site est en opération, et c'est grâce à ce site qu'on a réussi à convaincre d'autres investisseurs de nous suivre. On fait regardez, ça fonctionne, même s'il y a eu plein de problèmes, mais on a montré comment régler ces problèmes sur sur les machines, sur la data, sur le vivant, comment on est de plus en plus en maîtrise sur quelque chose de complètement nouveau. Et puis aussi les clients. C'est en fait, on a eu notre premier client qui a eu d'abord des premiers produits qui étaient vraiment pas terribles, avec des problèmes de qualité, etc. Et avec le temps, on a réussi à démontrer qu'on pouvait être de très grande qualité, rendre très satisfait nos clients. On n'en a jamais perdu finalement. Et il y en a qui sont toujours là depuis le début, depuis 2016, jusqu'à ces maintenant 150 millions de contrats signés dans les prochaines années avec des grands acteurs de pet food, des poissons, des plantes ou l'alimentation humaine. Donc c'est vraiment, ça a vraiment démarré la phase d'industrialisation finalement ce site de Dole qui s'achève sur Amiens, qui démarre ce grand site là dans quelques semaines maintenant. Alors j'ai cru comprendre que c'était effectivement une formidable réussite, notamment ce site d'Amiens qui est vraiment un changement d'échelle. Question qu'on doit souvent te poser. Vous êtes passé de 1 à 2, puis 3 récemment centres, en tout cas usines. Comment on passe de 3 à 5, 10 ? C'est quoi la clé de la scalabilité de votre modèle ? Parce que c'est quand même des usines, c'est lourd, c'est énorme en plus, accessoirement. Oui, tout à fait, c'est des gros sites. Donc là, enfin jusqu'à présent, c'était l'innovation, l'industrialisation, on va passer à l'internationalisation. Donc vraiment le déploiement du modèle. Et jusqu'à présent, c'était des scale-up d'échelle à échelle, depuis le laboratoire, le prototype, le plus gros prototype, l'unité de démonstration, et jusqu'au site d'Amiens, qui atteint vraiment les niveaux de profitabilité, les niveaux de marge par rapport à ce qu'on a démontré en termes de rendement sur Dole, et étendu à faire plus gros, donc on a plus de volume, et du coup on a des marges qui se dessinent, alors que sur Amiens, sur Dole, on est sur un périmètre trop petit pour être compétitif, en termes d'économie d'échelle. Pour la suite, c'est dupliquer le modèle d'Amiens, mais avec constamment encore des améliorations, parce qu'on n'est pas comme une industrie hyper mature dans l'aéronautique ou l'agroalimentaire, qui va se battre pour 1% d'amélioration continue. Nous, on fait des gaps, on a déjà des améliorations qui font des 20 ou 30% d'amélioration sur la consommation d'énergie, sur les flux, etc. Donc en fait, on est encore dans cette cette courbe très croissante du 80-20 où on va aller encore jusqu'aux 80% de connaissances, puis après, oui, on va commencer à être beaucoup plus à gratter chaque point sur l'optimisation de ce qu'on donne à manger à nos insectes, la génétique de nos insectes, l'amélioration de l'excellence opérationnelle dans le site, et dans un déploiement au-delà d'Amiens. Donc on est déjà dans des discussions, et le scalabilité, c'est à la fois construire nous-mêmes, il y a des financements de type infrastructure, fonds d'infrastructure, beaucoup plus de dettes. On a déjà pas mal de dettes sur Amiens, mais on aura encore plus. Les ratios dette-equity peuvent être améliorés.
Mais c'est des partenaires en joint venture. On a beaucoup de discussions en ce moment où d'autres amènent de l'argent et s'appuient sur nous en technologie, tout en est jusqu'à un modèle de licence et de franchise, parce que tout ce qu'on a sur la biologie et la data peuvent justement aider à améliorer finalement la performance environnementale et économique de beaucoup d'acteurs, encore une fois, du champ à l'assiette. Ces 3 usines, c'est suffisant pour déployer ou délivrer les 150 millions dont tu viens de parler? Non, même pas. Aujourd'hui, on est sur souscrit. Alors peut-être pas sur tous les produits, 100% des produits générés sur Amiens, mais sur les produits principaux, on est déjà sur souscrit. C'est-à-dire qu'on est déjà en travail actif de préparer un site après le site d'Amiens. Parce que aujourd'hui, comme c'est sur 2-3 ans les commandes, certaines commandes ne pourront pas être honorées par Amiens. Il faut des capacités supplémentaires, parce qu'on a déjà saturé. D'accord. Les carnets de commandes d'Amiens. Bon, on va revenir à ce point dans un second temps sur les questions longues, mais je te montre l'avant-dernière photo. L'avant-dernière photo, c'est ni plus ni moins qu'un 3. Donc c'est très simple. Et ce 3, c'est évidemment le nombre d'usines que vous avez aujourd'hui avec Amiens. Ma question est la suivante. Donc c'est une métrique évidemment que vous suivez de près, le nombre d'usines, c'est quand même extrêmement important. À part cette métrique-là qui est très importante, quelle est la métrique phare que tu vas suivre tous les matins et qui, selon toi, drive le business au-delà du nombre d'usines? Parce que ce nombre de fermes verticales, il augmente pas comme ça. Donc c'est ça. Puis après c'est un temps de construction qui est assez long. Puis après etc. Donc c'est plus la performance de chaque usine, leur performance opérationnelle, les rendements, c'est ce qui sont vraiment pilotés de très fin, que c'est un gros driver justement de la rentabilité, donc les rendements. Mais évidemment, c'est les ventes. C'est en fait tous ces contrats là, ces 150 millions dont je parle, qui étaient 90 millions il y a en 2021 et quelques. Voilà, ça ne fait qu'augmenter. C'est ces contrats-là, et la livraison de ces contrats-là en fait qui est assez clé. C'est plus on a de commandes, et on a eu plus de 800 millions dans le pipeline. Donc c'est commandes contractées, donc ce volet-là évidemment commercial il est clé parce que plus on en a, plus on appelle ce qu'on fait du project financing, encore une fois avec des financements d'infrastructures, des financements de dettes adossés à des contrats commerciaux. C'est comme ça qu'on a réussi à financer Amiens, qu'on a le soutien de nos actionnaires, mais aussi le soutien de nos partenaires bancaires, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Arkea et BNP. Sans eux, on n'aurait pas non plus financé le site d'Amiens. On a réussi à le faire pour une entreprise encore assez jeune. Qui représente un certain il y a 3 ans risque technologique, et donc c'était une vraie prise de risque aussi par les banquiers qui ont suivi parce qu'il y avait une conviction totale alignée avec la nôtre sur la taille du marché qui est délirante, plusieurs trillions entre les plantes, les animaux et l'homme, et déjà des preuves concrètes de demande commerciale et des contrats signés engageants par les clients. En tout cas, j'entends qu'il y a plusieurs métriques financières, mais la première que tu vas citer, c'est quand même une métrique liée à la rentabilité et c'est production et vente quoi, c'est les deux, c'est les rendements d'un côté et les ventes, les performances commerciales et sur les différents marchés, c'est la clé. Évidemment, il y a plein d'autres paramètres qu'on regarde sur les aspects évidemment financiers, les aspects innovation, les points de gestion du cash, les gestions de tout ça est regardé dans un reporting qui est assez sophistiqué qu'on fait à nos actionnaires et à nos administrateurs très régulièrement tous les ans. L'équation économique, j'imagine qu'elle a évolué dans le temps. Au début, vous étiez peut-être pas structurellement rentable. Aujourd'hui, on en reparlera juste après, mais on est dans un nouveau contexte marché, notamment sur la levée de fonds. On s'attache beaucoup en tout cas en tant qu'investisseur, à bien comprendre si le modèle à terme est structurellement profitable et pérenne. Normal, c'est ça. Là, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ça? Ce que je disais tout à l'heure, les sites qu'on a aujourd'hui, les deux en opération, le site dans le Jura et Ermelo aux Pays-Bas, ils n'étaient pas designés pour être rentables, même si on y travaille justement, c'était pour qualifier les contrats et engranger une grande demande et démontrer la technologie et créer un stock d'insectes suffisamment gros pour avoir un BFR, un working capital le plus court possible, parce que pour démarrer un site, il faut des machines, il faut la data, puis il faut du vivant. On va pas démarrer le site d'Amiens comme ça, qui est le plus grand au monde sur la filière insectes. Donc il va se reposer sur du cheptel qui va être déplacé du Jura à Dole jusqu'à Amiens. Et donc le site d'Amiens, par contre, lui est très rentable en projection sur tous les paramètres, parce qu'on maîtrise les coûts de matières premières, d'énergie, on maîtrise les coûts des prix de vente avec les contrats signés, et on maîtrise les rendements parce qu'on a fait sur Dole. Et donc ça, effectivement, c'est rentable, ça montre que les métriques sont bonnes et un vrai horizon très court terme. Et pour les prochains sites, on montre, c'est on améliore plutôt, c'est qu'on va gagner même significativement de l'EBITDA. C'est qu'on a déjà un très bon EBITDA pour un site industriel et on a des marges de progrès extrêmement fortes en fait. Parce qu'on est vraiment encore au début de l'histoire. Très clair. Dernière photo. Et ensuite on passe aux questions suivantes. C'est une photo évidemment où on observe Nicolas Dufourcq, que je salue, et évidemment le président de la République. Elle évoque quoi cette photo?
Aussi Kate Borlogan de la mission French Tech, qui ont été un super soutien avec Clara aujourd'hui Chapaz, clé dans le développement d'une S40 et puis aujourd'hui des filières de soutien à l'agri-tech notamment. Ce soutien, ça montre un soutien de la force publique qui est assez classique, on va dire, dans le monde des startups et des scale-up. C'est pas nouveau. Je pense que dans notre sujet, peut-être plus que dans d'autres, mais pas que, c'est un sujet de souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté depuis quelques temps. Nous, quand on a démarré la boîte il y a plus de 11 ans maintenant, c'était ça s'appelait l'indépendance alimentaire, l'indépendance protéique notamment, parce qu'on dépend énormément en Europe et aussi en France de nos importations de protéines pour nourrir les animaux, ou même directement de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Donc on a un vrai problème de souveraineté sur ces sujets-là. Et si on rajoute les engrais, ça l'est encore plus. Et on le voit, le Covid a montré plein de problèmes de supply chain et de souveraineté sur les produits médicaux, sur les produits, les puces, les semi-conducteurs dans l'autre côté. Et la guerre, elle montre les engrais, ça vient énormément de Russie, les engrais chimiques. Nous, on a un engrais organique qui est produit en France et qui a des rendements aussi bons, voire meilleurs dans certaines applications que l'engrais chimique. On a des problèmes d'huile, c'est le tournesol, etc., produit en Ukraine, énorme producteur. Nous, on fait des huiles aussi qui peuvent remplacer totalement les huiles végétales. Et puis les protéines, pareil, on parle plus de blé ou autres, mais on a des protéines qui peuvent être faites en local et moins importées d'Amérique du Sud ou effectivement de l'Est. Donc on montre qu'on a une vraie réponse à cette recherche de souveraineté qui est devenue un agenda absolument critique pour la France, pour l'Europe, mais je pense pour toute nation. Et nous, on est un outil justement pour aider toute nation à être plus souveraine en développant une chaîne alimentaire plus locale, pas dépendre du bout du monde pour la faire, locale, donc plus résiliente, et en plus avec la dimension sustainability dans le sens meilleur pour le carbone et meilleur pour la biodiversité, et bonne en termes de nutrition et de santé pour les plantes, les animaux et l'homme. Donc cet angle-là, ça devient politique derrière, parce qu'on contribue à ces enjeux politiques derrière, sans compter réindustrialiser, c'est aussi recréer des emplois avec les problèmes de chômage qu'on a en France, mais dans d'autres pays, c'est pas que ces agendas de souveraineté, c'est aussi des agendas d'emploi et dans des territoires qui ont malheureusement vu des grandes déprises aussi industrielles. Et on réindustrialise, et le nord de la France notamment est en train de vivre un énorme changement, des industries extrêmement modernes. Et c'est plus du tout l'image on avait des usines du 19e ou du début du 20e, sales et peu attractives. C'est aussi toute une démarche. Et Nicolas Dufault, on va montrer sa photo, vient d'écrire un bouquin justement sur les explications de la désindustrialisation ces dernières années. On est en train de changer doucement le braquet. Il faut accélérer ça et notamment rendre beaucoup plus attractif auprès des jeunes l'envie de venir dans l'industrie, mais aussi des financeurs, que ce soit capitaux ou dettes. Et voilà, pour reconstituer effectivement tout cet écosystème qui s'est beaucoup détérioré en France ces dernières décennies. Est-ce que tu considères que du coup c'est le meilleur activisme politique que d'entreprendre? Parce que toi concrètement, c'est une forme de politique liée à l'écologie. Tu fais. Oui, alors j'en suis assez convaincu. Alors je dirais pas que c'est meilleur. Alors j'ai écrit un bouquin avec un journaliste, là, Laurent, sur justement, ça s'appelle Pour une écologie positive. Et c'était un peu pour dire, c'est important de compter sur les politiques. Ils sont là pour développer effectivement une structure. C'est important de compter sur les scientifiques, notamment sur le climat. Il faut compter sur eux, sur les ONG qui bougent, qui agitent, etc. Mais derrière, c'est les entreprises qui vont faire les choses. Et quand on doit changer de grands paradigmes, dans tout le passé, de les révolutions industrielles notamment, c'est comme des nouveaux entrants qui ont fait énormément de choses pour bouger l'écosystème et amener des nouvelles technologies, depuis la vapeur jusqu'au numérique. Donc pour la décarbonation, une grande partie va venir des nouveaux entrants, donc les startups. C'est pour ça que le plan France 2030 va aussi, c'est qui est sur l'industrie. Les deep tech va beaucoup se focaliser sur les jeunes entreprises, que le gouvernement l'a compris, je pense à juste titre, que c'est comme ça qu'on va arriver. Donc des grands groupes sont toujours là. Certains vont internaliser des compétences de start-up, les intégrer chez eux par acquisition. Mais d'autres peut-être sont moins là demain et des jeunes entreprises deviendront des géants et demain du CAC 40. C'est tout à fait possible à l'échelle de plusieurs décennies. Donc non, moi je vois cette dynamique-là qui est plutôt positive, effectivement, et qui lie donc l'entrepreneuriat est une forme d'activisme, une forme d'acte politique, mais c'est pas plus important qu'un autre. C'est juste qu'il faut donner envie aussi, justement, à des jeunes ou des moins jeunes, de se lancer dans l'entrepreneuriat, que c'est une vraie réponse aux des enjeux majeurs de notre temps sur le climat, la biodiversité, la réindustrialisation, donc l'emploi. Et par contre, c'est pour ça qu'on a lancé Start Industry, qui est une alliance de start-up industrielles et d'associations de start-up industrielles il y a quelques jours, annoncée à Vivatech, là, pour dire aussi, ne pensez pas qu'au logiciel, aux entrepreneurs qui veulent se lancer. C'est bien le logiciel, c'est clair que la numérisation, maintenant, elle est partout. En 20 ans, 30 ans, elle est devenue
Mais on ne changera pas entièrement le monde, on ne répondra pas à tous les enjeux qu'avec du logiciel. On doit bosser sur les infrastructures aussi, les infrastructures, comment on produit l'alimentation, de l'énergie, des matériaux. Et donc ça, c'est aussi d'autres typologies peut-être de compétences, d'autres typologies de profils d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et on a besoin absolument de ça, sinon on ne répondra pas aux grands enjeux. Donc c'est aussi donner envie à des entrepreneurs d'être dans l'industrie, dans le vivant, dans des deep tech assez complexes. Alors je suis parfaitement d'accord, mais le corollaire de ce que tu dis, si on revient sur notre casquette de financier, c'est que les logiciels dont tu parles ont beaucoup plus de facilité historiquement à lever des fonds. Et là, c'est une réalité, c'est récurrent. Les financements sont un peu plus de visibilité sur les financements. Structurellement, c'est plus facile, on va dire, en tout cas un petit peu moins risqué. Et encore, c'est pas forcément vrai, mais le froid actuel, aujourd'hui, il y a un froid sur les marchés, on va pas revenir là-dessus. Est-ce que ça vous impacte? Vous avez levé quand même 400 millions historiquement. Il y a un nouveau contexte. Est-ce que ça vous impacte, ce nouveau contexte? Je pense que de toute façon, ça touche toute l'économie, comme tu disais tout à l'heure, sur la rentabilité prédomine sur la croissance. Donc, être capable de montrer, nous, avec un modèle, certes, ça demande beaucoup de capitaux, mais une fois que c'est installé, après, ça tourne et ça dégage une bonne rentabilité. Ça montre que la rentabilité, là, est très court terme. On n'est pas dans une projection de est-ce que le marché va changer, est-ce qu'on doit créer ce marché par un nouvel usage, c'est un consommateur, par une nouvelle plateforme, où on sait pas si comment on va monétiser un nouveau service, justement, informatique. Il y a toujours des questions de monétisation. Nous, là, c'est simple. On achète des matières, de l'énergie, ça se transforme, et derrière, il y a une marge. Entrée-sortie, c'est un modèle physique. C'est tout simple là-dessus. Il n'y a pas de sujet à imaginer une monétisation. C'est plutôt à se dire, est-ce que je peux pousser par la R&D des nouveaux produits qui vont vendre encore un peu plus cher sur des nouveaux marchés. Donc ça, c'est assez, ça parle beaucoup. Clairement, il y a aujourd'hui, de toute façon, il y a toujours eu dans le passé et encore aujourd'hui pas assez de profondeur de marché d'investisseurs dans le monde de l'industrie, comme on dit tout à l'heure. Ouais. La profondeur est beaucoup plus forte dans le monde du logiciel, parce que comme tu disais, c'est plus connu aujourd'hui, ça a plus la logique du capital risque, ça va vite. Je pense que là-dessus, on relie encore une fois la notion de souveraineté, et c'est clair que c'est aussi des agendas des États. Les États investissent à la fois dans les entreprises, mais aussi indirectement par des fonds de fonds. Le fameux FNA en France a fait énormément et donc agit aussi dans une ligne directrice politique qui est justement là peut-être avec tous les enjeux climatiques, il y a encore plus de fonds qui vont être orientés. On voit France 2030, c'est 54 milliards qui sont orientés vers des industries du futur. Donc il y a une dynamique qui est créée par l'État qui pousse et qui va laisser après aussi soit ses équipes via des acteurs comme BPI-France, ces agences, soit laisser à des professionnels d'investissement le soin, mais avec un mandat clair qui est d'investir dans ces secteurs-là, où peut-être effectivement les rentabilités, les vitesses des IA sont pas aussi rapides que dans le logiciel, mais peut-être avec des profondeurs de marché beaucoup plus fortes et donc avec des capacités de créer des gens peut-être encore plus fortes. Donc en fait, ce qui est clair, c'est d'avoir plus une profondeur de marché du côté des investisseurs qui sont bien, on va dire, connaisseurs du monde de l'industrie, en termes de metrics, de KPI, qui sont pas les mêmes de celles du logiciel. Même si dans l'industrie, on combine le logiciel à l'intérieur. Nous, on a une dimension logicielle qui est extrêmement profonde à l'intérieur de notre boîte industrielle. Et ça, donc, c'est à la fois le travail des investisseurs de le faire, de l'État de pousser pour donner une direction, on va dire, mais aussi des grands groupes, les corporates, de s'investir aussi plus en amenant l'expertise, notamment de personnes qui vont rentrer au sein des partenaires, qui vont amener des choses sur la connaissance de l'industrie. Et aussi de qualifier des dossiers sur des sujets complexes et moins connus, effectivement, même s'il y a toujours eu des investisseurs dans le domaine. Tout à l'heure, on parlait de Demeter. La majorité de leurs deals depuis le début, c'est de l'industrie. Ouais. C'est pas du software. Et ça fait 15 ans qu'ils sont là, au moins, ils n'en plus. Et ils ont fait des cleantech jusqu'à de la biotech aujourd'hui, comme nous. Alors, on sent que les lignes bougent et s'accélèrent. Et effectivement, le monde politique a son rôle là-dedans. La chance que vous avez, c'est que maintenant, vous avez un modèle qui est prouvé et qui... concrètement, vous avez juste besoin de mettre de l'essence pour accélérer la cadence. C'est peut-être pas le cas, en tout cas, au début, c'était pas le cas, parce que vous étiez en train de trouver un modèle. Comment, à l'époque, vous avez réussi à convaincre des investisseurs? Est-ce que tu as des anecdotes? Parce que quand tu as un modèle, tu dis, je vais créer une usine, elle sera pas rentable. Comment vous avez réussi en 2016, 2017? Ouais, le premier sur le premier levée de fonds, je suis avec Demeter et Mertech, c'était qu'on avait des produits, on nous disait c'est des protéines, c'est des commodités, c'est le prix, enfin c'est des marchés où se bagarre au centime près. Et c'était, comme ils connaissaient bien les algues, c'est quoi un peu votre oméga 3, votre produit à très haute valeur ajoutée qui permettra d'aller plus vite sur un marché de niche pour ensuite s'élargir sur un marché de masse. Ouais. Ce qui est en fait la logique où on peut assumer justement d'aller plus rapidement sur un marché qui va être assez rémunérateur. On en a trouvé, effectivement, on a des matériaux qui sont à très haute valeur ajoutée, puis finalement la protéine, elle est venue, parce que dans la protéine, on a vu
que certes, il y a un marché de commodité, mais aussi un marché de spécialité, de haute valeur ajoutée, qui permet de vendre quand même assez cher avec une bonne marge. Et donc, on a accéléré avec notre deuxième tour de table, avec le fonds New Protein Capital, qui était le deuxième tour de table fin 2014. Mais ce qui fait la différence dans une deep tech, enfin, c'est ça, c'est comprendre bien son marché, avoir les bons produits adaptés au marché, donc être capable très vite d'échantillonner les clients et d'avoir des contrats commerciaux. Ça fait une énorme différence. Très vite, on a des contrats commerciaux. Et puis évidemment, derrière la technologie, c'est les brevets, c'est la plateforme technologique. Nous, on a 350 et quelques brevets aujourd'hui, c'est la moitié du portefeuille mondial du secteur insectes. C'est un asset majeur qui nous a permis de rassurer les investisseurs sur, OK, c'est beaucoup d'investissements, mais derrière, les barrières à l'entrée sont majeures. Nos produits, et d'ailleurs, nos brevets produits, qui sont encore plus puissants que les brevets procédés, donc c'est quelle que soit la technologie, finalement, les produits, les protéines et autres qui sont utilisés sur le marché à partir de nos insectes, ils protègent 80% du PIB mondial pendant encore au moins 15 ans. Donc personne ne peut opérer des produits dans le spectre de nos brevets qui sont assez larges sur 80% du PIB mondial, ça fait comme un paquet de pays, pendant encore à peu près 15 ans. Ouais. Pour les plus anciens brevets, on brevette tous les ans, on continue à augmenter notre force de brevet. Donc la dimension propriété industrielle et intellectuelle, elle est clé dans la deep tech, notamment industrielle, et ça rassure beaucoup les investisseurs. Et c'est l'attraction commerciale après, et ensuite c'est démontré par scale-up progressif, parce que c'est pas 450 et quelques millions d'un coup qui ont été faits, ça a été progressivement, où à chaque fois il y a des paliers technologiques qui font que on valide des choses technologiquement, et de plus en plus à chaque échelle sur les rendements, dont on parlait tout à l'heure, différents KPI pour être capable de séquencer ce scale-up et ce niveau d'investissement, une prise de risque financier plus élevé, mais qui en même temps va s'accompagner avec un de-risking commercial, technologique et brevet. Vous êtes précurseur sur le sujet, comme tu le dis, vous avez un certain nombre de brevets, donc des barrières à l'entrée fortes. Est-ce que ça induit peut-être à terme ou dans les prochaines années une logique de consolidation pour aller encore plus vite ? J'en suis convaincu et ça a déjà commencé puisqu'on a fait la première croissance externe l'année dernière. Alors, on en avait une toute première en 2014, on a internalisé un petit producteur d'insectes qui était le plus grand en France, mais c'était tout petit acteur, mais qui a amené une compétence. C'était deux frères dans le Jura, à Besançon, justement, à qui on travaillait en sourcing de nos insectes, et qui nous ont rejoints avec leur petit entrepôt où ils élevaient pour des animaux de cirque, de zoo, de particuliers, des insectes. L'année dernière, on a acquis le plus gros acteur dans le monde, nous, dans les insectes. Il y a des scarabées, il y a des mouches et des grillons dans la catégorie scarabée, qui est la plus grosse biodiversité des insectes aujourd'hui. C'était le plus gros acteur après nous, s'appelait Protifarm aux Pays-Bas, et on les a rachetés l'année dernière. Donc ça a été c'était le premier exercice pour nous, jamais fait d'acquisition, un énorme apprentissage. Sur un process, comme on fait nous-mêmes une due diligence, c'est l'inverse. Pour une fois, ça change, c'est dans l'autre sens, par rapport où on voit que les investisseurs toujours de l'autre côté. Et comment après on intègre, et on parlait de plus d'entreprise, comment après on fait plus de en termes de culture. Ce qui est pas simple, en plus là quand on parle d'une autre nationalité qui est néerlandaise, et dont la proximité, curieusement, par rapport à la France, est très loin de la proximité géographique. Oui. C'est pas le pays le plus proche en termes de culture en Europe. Des Français, on l'a découvert aussi, on a appris beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, on forme une belle équipe, même s'il y a encore des enjeux, encore d'acculturation et de travaux, on va dire, d'alignement complet en termes de compréhension parfois de blocage ou de choses qui sont pas vues de la même manière juste par le biais culturel. Et puis on a acquis une toute petite société aussi aux États-Unis, dans le Midwest, et qui nous a mis un pied aussi aux États-Unis. Donc on a fait 2 acquisitions. Clairement, il y en aura d'autres si le marché se développe bien, et avec la technologie, nous on va chercher toujours à renforcer soit des briques technologiques ou des accès au marché pour continuer à nous développer effectivement à l'international. Très clair. Alors, une dernière question pour finir, et on va revenir sur le produit, donc la base de ce que vous faites. Vous avez déjà des clients qui achètent vos produits. Aujourd'hui, comment votre farine qui est responsable, et ça doit séduire énormément de gens, et fort heureusement, est-ce qu'elle est moins onéreuse que celle du marché ? Est-ce que c'est un frein ? Parce que j'imagine que un agriculteur demain ou un éleveur de bovins, il a aussi des logiques de coût. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors déjà, on a trois grands produits, les protéines, les huiles et les engrais. C'est pas les mêmes. On est que B2B, donc on ne vend pas les agriculteurs directement. Le plus proche d'eux, par exemple, c'est nos engrais. On les vend à des grands distributeurs qui sont aussi façonneurs et qui vont vendre après aux agriculteurs.
Mais on a aussi du B2B2C où on vend à des entreprises qui revendent à de la grande distribution. Par exemple, nos engrais aussi pour particuliers chez des jardineries. Vous pouvez commander en e-commerce ou des grandes marques de jardinerie. D'accord. Le travail qu'on fait avec Compo, qui est une des grandes marques effectivement pour engrais pour particuliers. Puis aussi dans le pet food où là, tous nos clients vendent en grande distribution, sur Internet, dans les jardineries. Donc on a effectivement aujourd'hui cette structuration avec les clients, mais on a choisi, comme je disais tout à l'heure, si on était rentré dans la commodité, on se battrait qu'au prix, uniquement au prix. Et ça, c'est pas très attractif, notamment quand on a beaucoup d'investissements, il faut plutôt dégager des bonnes marges. Donc, on est plutôt dans les spécialités, la plus haute valeur ajoutée. Et donc, tout marché se structure dans une pyramide, plus haute valeur ajoutée, milieu de marché et entrée de gamme. Dans l'alimentation, vous avez plutôt des produits végétaux, puis les produits animaux. Et nous, on est dans le haut de gamme, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux en termes de marché. Ce haut de gamme-là, c'est pas haut de gamme parce que c'est durable. Ça n'a jamais été une raison de premium, la durabilité. Parce qu'aujourd'hui, les clients ne payent pas, toujours pas, un premium pour la durabilité, juste pour la durabilité, parce que c'est bon pour le climat. C'est malheureux, c'est comme ça. Ça changera progressivement les tonnes de carbone qui vont être de plus en plus chères, mais c'est pas le cas. Nous, on l'a démontré parce qu'on est scientifique et on a démontré que nos produits sont meilleurs que d'autres alternatives pour les raisons techniques. Pour l'éleveur, le producteur d'aliments pour poissons, déjà, il a des gains énergétiques et des gains quand il utilise nos produits, et l'aquaculteur aura des gains énormes, parce qu'il va avoir moins de mortalité, des rendements plus rapides, plus de poissons avec point d'entrée finalement. Donc ça veut lui revenir effectivement à un meilleur prix. Et donc finalement notre produit est dans les coûts premium, dans le haut mais ça s'amortit totalement, voire même il y gagne justement parce qu'il a des gains sur sa ferme. Pareil pour l'éleveur, le cultivateur qui va prendre de l'engrais organique qui est plus cher qu'un engrais chimique, mais à même rendement, voire rendement supérieur. En fait, il gagne. Et puis en plus là, il y a un problème de disponibilité. Donc c'est pareil pour les huiles, on est similaire à des huiles végétales avec aussi des propriétés qui sont intéressantes. Donc nous on a toujours accès avec notre directeur commercial qui est là depuis 2014, Benjamin, ça a été de aller chercher la fonctionnalité montrée par la science avec des partenaires indépendants, la qualité, faire des claims, vraiment des claims techniques, nutritionnels, santé, qu'on réduit la mortalité, le stress ou autre. Et jusqu'à l'alimentation humaine, on a démontré qu'on était aussi bon que le lait, voire même meilleur sur des personnes qui en mangent et qui absorbent mieux nos produits que du lait quand ils font du sport. Okay. Et ou même des réductions de cholestérol ou de prise de poids chez des souris comme modèle clinique pour l'homme demain. Donc on voit sur toutes les applications, on a des choses, et la durabilité c'est en plus. Et depuis 2 ans seulement, les clients commencent à demander ça, mais c'est plus une raison de 1 ou 0. J'achète ou j'achète pas le produit, c'est dans mon critère d'achat responsable. Mais derrière, en termes de prix, c'est la performance qui compte. La performance et la qualité, c'est ce qu'on offre aux clients. Très clair, merci Antoine pour ton temps. Merci à toi, effectivement. Et à bientôt. Merci à tous.